Aujourd'hui, on accueille Jennifer Paciello, multi-entrepreneur, multifacette, femme d'entreprise, maman, amie aussi, hein, on va se la jouer beaucoup plus cool. Jen, j'ai besoin que tu partages en fait tout ton parcours, tes différentes facettes, comme je viens de le dire, et les hauts et les bas que tu as eus, parce que ça fait partie en fait de ta vie, et c'est ce qui t'a créé en fait toi, tout simplement. Tu es devenue formatée la femme que tu es aujourd'hui. Parle-nous un peu de ton parcours avant de devenir agent, parce qu'on te connaît aussi en tant qu'agent, mais il y a eu une petite vie avant. Exactement. Alors en fait, j'en ai déjà parlé dans un podcast, donc je vais essayer de te le faire en condensé. Mais moi, j'ai plutôt été studieuse, j'ai fait de longues études. J'ai un master en marketing et communication. Après, j'ai fait un master spécialisé en communication et management des événements. Donc j'étais quand même prédestinée, a priori, à devenir PDG d'un grand groupe, quoi. C'était mon objectif. Et puis... Ça, tu le savais très tôt? Ouais, très tôt. Enfin, pas très tôt. C'est après mon bac, je me pose beaucoup de questions. C'est soit je pars dans une filière scientifique, parce que j'ai fait un bac S, et j'adorais ça, la chimie, l'ADN. Respect. Mais j'aimais vraiment tout ce qui a trait à notre planète. Et donc, chercheuse, tout ça, j'avais très envie d'être plutôt dans l'innovation, ingénieur, des choses comme ça. Et de l'autre côté, j'étais passionnée de marketing et de communication. J'étais le genre de personne qui, à l'époque, je gardais les pubs que je trouvais géniales. Voilà, j'avais un petit cahier où je mettais cette pub, elle est géniale, et j'avais plein de raisons d'aimer ou pas aimer. Enfin, je me faisais mes petits trucs, quoi. Et je me décide de partir en Irlande. J'ai vécu 3 ans en Irlande pour faire mes études. Et moi, je viens d'une famille plutôt pauvre, peu aisée en tout cas. Donc, j'ai fait un crédit étudiant pour payer mes études. Et c'est déjà un peu une révolution dans ma famille, parce que s'endetter à hauteur de plus de 30 000 euros pour payer des études, c'était pas... voilà, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. On ne levait pas des dettes pour le plaisir de lever de la dette. Donc, c'était un peu compliqué de convaincre ma mère que fais-moi confiance, etc. Parce qu'il fallait qu'elle se porte caution quand même. Donc, ça voulait dire que si je n'y arrivais pas, c'était elle qui devait payer mes dettes. Au final, elle m'a fait confiance, mais j'ai travaillé tous les étés. J'ai travaillé sur les marchés, j'ai fait beaucoup de petits boulots pour pouvoir payer, non pas mon crédit étudiant, mais mes études, c'est-à-dire ma vie en Irlande. Bien sûr. Donc là, ça a été des années très difficiles. Je vivais avec exactement 600 euros par mois, et j'avais 400 euros de loyer. Donc, il me restait 200 euros pour manger. Pour manger et payer tes factures. Et voilà. Et je vais sortir un livre là dans quelques temps. J'en parle un moment sur le fait que, à un moment de ma vie, j'étais quand même dans une école de commerce où l'argent est au centre de toutes les discussions. C'est souvent des fils d'eux ou des filles d'eux. En tout cas, c'est des gens des élèves, enfin, mes copains, etc. L'argent n'était pas un sujet. Moi, c'était vraiment un sujet. Donc, quand je voulais pas non plus m'exclure du milieu étudiant, si je puis dire, bien que j'avais pas du tout la même vie que les autres étudiants. Et du coup, quand ils sortaient le soir ou qu'ils allaient dans un restaurant, eh bien, je disais oui, je viens, mais en fait, quand j'arrivais sur place, je disais en fait, j'ai pas très faim, donc je commandais rien, et en fait, je mangeais avant. Et j'avais honte de dire que j'avais pas d'argent, donc j'en parlais pas, les gens savaient pas que j'avais pas d'argent, etc. J'achetais mon ordinateur, tout le monde avait des Mac à l'époque. J'avais pas du tout les moyens de m'acheter un MacBook, sauf que sans ordi, dans nos métiers, c'est difficile. Et donc, j'avais été sur un site qui s'appelle Price Minister, je sais pas si tu as connu ça. Voilà, donc c'était un site de revente. Donc, j'avais acheté mon premier ordinateur là-bas avec l'argent de poche que j'avais eu à Noël et tout. Donc, c'était vraiment des années financières très difficiles. Très difficile. Et j'ai pas eu une vie étudiante comme ce qu'on entend dans les vies étudiantes d'école de commerce. Tu t'es pas éclatée? Pas du tout. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est pas dans une école où l'argent est vraiment au centre de toutes les discussions, où on m'a appris à faire de l'argent. Mais en tout cas, on m'a formatée à être dans un grand groupe et pas à devenir une entrepreneuse. Donc moi, au départ, jamais je pense devenir la femme que je suis devenue. Je pense que je vais travailler dans un grand groupe. D'abord, si tu avais la fibre entrepreneuriale très tôt ou non? Je pense que je l'avais, cette fibre, mais en tout cas, mentalement, on l'a écrasée. J'étais pas du tout... pour moi, c'était la sécurité. Mon CDI, dans un grand groupe, tu montes les échelles, tu fais tes preuves. Voilà, c'était comme ça que je concevais ma vie. Et en fait, je vais faire un premier stage dans l'hôtellerie de luxe. Et là, je découvre le milieu de la com dans l'hôtellerie de luxe qui était à l'époque l'hôtel de Crillon. Et là, je me découvre. Je découvre que je suis indouée pour ça, que j'adore ça. Je peux travailler sans compter. Et à l'hôtel de Crillon, je vais me faire un réseau de malades.
Je vais apprendre aux côtés d'une femme qui s'appelle Élodie Piège, qui est donc la femme de Jean-François Piège, qui est un très grand chef étoilé. Et vraiment, je vibre de l'intérieur. Donc, tu es payé 400 balles, hein, tu es stagiaire à l'époque. Donc, tu vibres pour ton travail et pas du tout pour le salaire. Et je comprends que j'ai trouvé ma voie, que j'ai fait des études. Je pensais plus être dans le marketing au début, développement produit, donc ce qui était un peu une continuité de. J'ai pas fait ingénieur, j'ai pas été chercheur, mais bon, dans le marketing, chef de produit, voilà. Et au final, je me découvre une passion pour la com et le management. À l'époque, on manageait aussi beaucoup les talents qui étaient donc dans les hôtels. Donc, c'était les chefs, c'était le chef concierge, voilà, parce qu'on leur écrivait leur communiqué de presse. Donc, on avait un rôle d'attaché de presse, on avait un rôle d'agent, parce qu'à l'époque, les chefs, c'est des stars. Donc, on a les marques qui les contactent, etc., avant même l'arrivée d'Instagram tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, je me fais un énorme réseau. J'ai travaillé avec De Marchelier, c'est un très grand photographe de mode. Je vais travailler avec les équipes de Woody Allen, parce qu'il travaillait sur un film et il cherchait des comment on appelle ça, des chambres, en tout cas pour une séquence de son film. Donc j'ai fait vraiment des choses incroyables. Il y avait différentes casquettes au sein d'un même endroit et t'as adoré toucher à tout. Ah ouais, vraiment. Et puis on sortait du crayon, on allait tous boire des verres avec le chef. Et puis dans un hôtel, si tu veux, entre guillemets, toute la classe sociale, bien que tu sois dans l'hôtellerie de luxe, on se mélangeait. Le chef, il allait boire avec la stagiaire. On était très soudés, on était tous dans le même bateau. Et notre objectif, c'était de rendre heureux les clients qui séjournaient au sein de l'hôtel. Et nous, en plus, on devait faire briller l'établissement dans lequel on travaillait. J'ai adoré ces périodes-là. Et travailler en équipe comme ça, ah ouais, c'était un plaisir. Ah ouais, vraiment. Mais moi, j'ai jamais eu de problème avec l'équipe. D'ailleurs, dans toutes mes sociétés, j'ai pas. Enfin, il y a une société que j'ai montée seule, qui est donc ma société d'agents artistiques. Mais toutes les autres, j'ai des associés, etc. J'aime être entourée par rapport à ça. J'aime être entourée. Et puis, oui, je suis pas une solitaire. Je suis plutôt une louve, la famille. Et donc, je fais 1 an à l'hôtel de Crillon. Ensuite, je décide de faire un master spécialisé du coup en communication et management des événements, parce que je m'étais plutôt spécialisée en marketing avant. Et de là, je pars dans une boîte qui s'appelle Siemens, donc rien à voir de l'industrie. Et là, je travaille aux relations publiques. Et donc là, je découvre... Alors, ces boîtes-là, tu parles aux boîtes, au chef du CAC 40, tu parles à l'État, parce qu'il y a une partie, tu vois, ils construisent des métros. Enfin, on n'est plus du tout... c'est un autre registre. Je vais beaucoup moins m'amuser dans l'univers, on va dire, dans le milieu. Ouais. En revanche, vu que je travaille aux relations publiques, je vais travailler sur des événements. On a privatisé l'Opéra Garnier, j'ai privatisé le Grand Palais, j'ai fait des événements à des budgets... faramineux. Voilà, je pense que je suis sous condition de confidentialité, mais c'était incroyable. Et en plus, j'ai découvert du coup la politique, puis tous ces codes, comment tu écris au PDG d'une boîte du CAC 40, donc j'ai appris, je suis arrivée dans la vie active avec l'hôtellerie de luxe et tous les codes du luxe, et ensuite tous les codes sociaux en travaillant chez Siemens. Et au bout de, je pense, 6, 7, 8 mois peut-être, je ne sais plus combien de temps je suis restée là-bas, l'hôtellerie m'a manqué, mais profondément. Vraiment, c'était viscéral, rester derrière un bureau toute ma vie. Quand tu travailles dans l'hôtel, tu es tout le temps par Mons et par Vaux. C'était pas possible, ma vie derrière un bureau. Et il y a une offre pour travailler dans un hôtel, donc devenir responsable de la communication. Et donc, je postule, mais en me disant, jamais je l'ai, j'ai peu d'expérience. Je tente, voilà. Et je sais pas pourquoi, mais la vie a fait que ça marche. Et là, c'est un gros soulagement dans ma vie parce que je sais que j'ai mon CDI et je sais que je vais pouvoir rembourser mon crédit étudiant. Et c'est un poids que j'avais quand même sur les épaules à ce moment-là, en me disant j'ai des études, c'est ma dernière année, je peux plus... ça y est, j'ai fait 2 énormes stages, je vais pas passer ma vie stagiaire et puis c'est pas les 400 balles par mois qui vont me permettre de rembourser mon crédit. Et donc, je me lance dans la vie active, dans l'hôtellerie de luxe, dans laquelle je vais travailler 5 ans. Et au bout de 3 ans à peu près, je monte ma boîte d'agent artistique qui va fonctionner très bien dès la première année. Je vais faire des bénéfices très vite. Et donc, ensuite, je vais lancer une marque de prêt-à-porter. Enfin, je vais cofonder avec un des talents avec qui je travaillais, une marque de prêt-à-porter. Ensuite, je vais donc cofonder avec toujours ce même talent, une marque dans le haircare qui va vraiment cartonner pour le coup. Et donc là, je vais commencer à me dire... À chaque fois, c'est toi qui as les idées?
La marque de monter, en fait Alors, au départ, je pense que c'est... le talent dont je parle, c'est Caroline Receveur. Ouais. Elle est beaucoup plus... elle avait plus la fibre que moi de l'entrepreneuriat, dans le sens où... moi, je l'avais parce que j'avais monté mon entreprise d'agent artistique, mais en tout cas, par exemple, pour la première boîte qu'on a lancée, REC, j'adorais la mode, mais de là à me lancer dans l'aventure, tu vois, de la confection, etc., c'était pas trop mon truc, mais le business model qui nous était proposé, parce qu'on s'est adossé à des gens dont c'était le métier, et en vrai, nous, on avait que... moi, j'avais mon mot à dire pour gérer quand même la partie financière, contrat, tout ce qui était un peu... voilà, back-office. Et j'assistais, alors d'ailleurs on voit vraiment une grosse différence dans REC. Il y a eu un moment où c'était très girl boss, les collections, etc. Là j'étais très impliquée encore avec Caroline dans les collections. Et après, quand on a lancé notre deuxième boîte, donc qui était Osée, donc dans le haircare, j'avais plus autant de temps à consacrer à REC. Donc là je me suis vraiment consacrée énormément à Osée, aux équipes, avec mes associés, parce qu'on était 4 sur Osée également. Et c'est REC, j'ai pas vraiment aimé l'entrepreneuriat parce que je n'ai pas vraiment... Je faisais de l'artistique, je vérifiais les contrats, etc. Mais les équipes n'étaient pas vraiment les nôtres puisque c'était pas nos modélistes, c'était pas... Mais ça m'a donné le goût, par contre, à la création. Osée, par contre, moi, pour les gens qui me connaissent depuis que je suis petite, les cheveux, c'est ma vie. Voilà, ma mère est métisse, donc ça a vraiment été un sujet dans ma vie, les cheveux. Donc, ma mère a les cheveux très frisés. Moi, j'ai les cheveux plus ou moins frisés. Donc, plus impliquée. À Osée, c'est vraiment... et à la base, c'est moi qui pousse Caro à aller dans le haircare parce qu'elle était connue pour ça. Donc, ça fitait dans le business model. On a une égérie au top. Elle est connue pour ses cheveux. Enfin, c'était le match parfait. Et moi, je rêvais d'avoir une marque de haircare, donc c'était parfait. Et au début, Caro, elle était un peu sceptique parce qu'elle avait une autre idée d'un autre business qui était d'ailleurs une très bonne idée, dans lequel on avait développé une grosse partie voilà, de notre projet. Initialement, Osée n'était pas une marque de haircare. Et puis, au fil des discussions, un jour, elle a le déclic et elle se dit, si en fait, on va se lancer dans la marque de haircare et on va lancer le fer qui nous a lancé. Et ça, c'est son idée à elle. Moi, j'avais envie d'une marque de haircare parce que plein de choses me poussaient à aller à ça. Mais le produit, donc le Wavy, le Waver, donc voilà notre premier outil. Ça, c'était son idée à elle, et parce qu'elle avait posté une photo sur Insta où elle avait ce Wavy et qui avait cartonné. Et donc, ça a fait sens pour elle de lancer ce produit. Et donc après, on a lancé la boîte. Ça a vraiment cartonné en plein Covid. On lance quand même en juillet 2020. Donc voilà. Quand on présente le projet haircare à nos 2 associés qui étaient partis sur un autre projet qui n'était pas du haircare, ils sont un peu sceptiques au début. En plus, eux, c'était vraiment marketing recherche, on vérifie et tout. Et carrément, on est beaucoup plus instinctive, tu vois. Ouais. Et en fait, eux, au début, ils nous disaient c'est un marché bouché, le haircare, puis on va aller s'attaquer à du Kérastase, à du L'Oréal, c'est compliqué. Et bon, on est un peu des fous folles, nous, donc on est quand même allé à fond dedans. Et ça a vraiment fonctionné. Et là, par contre, je me suis éclatée. Je me suis vraiment éclatée avec les équipes, je me suis éclatée avec les produits, je me suis éclatée avec les fournisseurs. On a eu plein de galères, attention, parce que qui dit Covid dit beaucoup de difficultés. Et surtout, on a été victime de notre succès. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus faire venir certains de nos produits. Tout ce qui est tech, on avait du mal à le faire en France, donc on le faisait en Asie. Et en Asie, pour rapatrier à moindre coût et pas du coup avoir des produits qui coûtent trop cher pour nos consommateurs, on faisait venir, on avait initialement, pour nous, tout devait venir par bateau, mais qui dit bateau, 6 semaines, et puis avec le Covid, tout était beaucoup plus compliqué. Donc après, on a dû affréter des avions. Là, c'est pas le même prix. Mais en fait, on était victime de notre succès. On ne pouvait pas passer 6 mois sans produit en ligne, alors qu'on venait de lancer. Donc, on a dû faire venir des... Donc, on a eu, d'un point de vue entrepreneurial, Osée... j'ai vécu des hauts très hauts et des bas très bas, parce qu'à un moment, il a fallu vendre la société. J'ai longtemps voulu la racheter, mais j'avais d'autres projets à côté d'Osée, en dehors des associés que j'avais. Et ces autres projets étaient encore plus alignés avec mes valeurs. Donc, c'était soit je reprenais Osée, mais à un moment, je ne suis pas non plus Wonder Woman. C'était sûr que si je reprenais Osée toute seule, sans associé, je n'avais plus le temps de me consacrer à ces autres projets qui me tenaient vraiment très à cœur. Ou soit j'acceptais de lâcher
lâché dans l'opérationnel, parce que je suis toujours actionnaire de Osée, mais dans l'opérationnel, je ne fais plus rien. Je suis une actionnaire minoritaire, ultra minoritaire, donc je suis dormante. Mais je suis quand même restée avec des conditions dans la société. Comment tu vis ça, justement, cette espèce d'ascenseur émotionnel dans le business? En tout cas, on parlera du perso après. Mais est-ce que tu es quelqu'un qui a de l'ego par rapport à ça? Non, heureusement. Et je pense que c'est un vrai conseil qu'il faut donner à la jeune génération. En fait, par moment, il faut savoir lâcher. Je me suis battue pour oser. J'avais mes conditions. Mes associés étaient plus ou moins prêts. À la fin, on était OK pour me laisser la boîte. La seule chose, c'est que c'était à certaines conditions. Et j'avais dit, si vous trouvez un repreneur à de meilleures conditions, j'accepte de vous... Parce que j'étais prioritaire, évidemment, sur la reprise. Et donc, j'accepte de vous laisser vendre vos parts à l'externe. Et donc, voilà, on a franchement essayé de faire les choses relativement bien, malgré les circonstances qu'il y avait, parce que c'est tout un tas d'enchaînement de choses qui a mené, en fait, à notre scission en termes d'associés. Mais la boîte fonctionnait bien, les équipes étaient vraiment dévouées, on avait fait le bon marché, Monoprix était en train, à l'époque, quand on vend la boîte, Monoprix vient nous signe pour pouvoir être vendu au sein de Monoprix. Donc, tout était vraiment... quand moi, j'étais à la direction d'Osée, je ne voyais pas ce qui pouvait nous empêcher d'y arriver, si ce n'est qu'on a eu des sujets de trésorerie. En fait, à un moment, quand une société, elle grossit trop vite, la trésor devient un vrai sujet. Et malheureusement, dans notre société, on a fait face à des difficultés puisqu'on a un de nos fournisseurs, si je puis dire, qui nous a plus ou moins escroqué une somme à 6 chiffres. Donc, ça a rendu très compliqué la gestion quotidienne. Donc, pas que ça ne marchait pas, ça marchait très bien, mais on n'avait plus assez d'argent pour pouvoir y aller. Et comme, il y a eu pas mal de petites choses, et évidemment, quand on sonne des protocoles de sortie, je suis sous confidentialité, donc je ne peux pas tout expliquer. Mais globalement, le conseil que j'ai à donner, c'est que par moment, il faut savoir lâcher. Parce qu'en fait, à un moment, quand vous ne lâchez pas, vous tombez avec le boulet qui est en train de vous tirer vers le bas. Et parfois, il faut... Pour moi, il ne faut pas être alimenté par l'argent. Parce que si j'avais choisi l'argent, j'aurais choisi de garder Osée. C'était plus facile. La boîte, elle était déjà là. Les fournisseurs étaient déjà là. Tout était plus facile. Et en fait, à un moment, je sentais que si je gardais Osée, je disais adieu, par contre, à autre chose. J'ai eu un choix à faire. Et cette autre chose, c'était d'autres sociétés qui, pour coup, étaient beaucoup plus en phase sur certains points de ma vie et sur certaines valeurs que je voulais prôner, que je ne pouvais plus changer. Une fois qu'une société, elle est mise en place, c'est très difficile. J'aurais pu, mais c'était... je dis toujours, il vaut mieux partir d'une page blanche que d'une page qui est un brouillon, et c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est un choix difficile ça m'a demandé quand même 6 mois avant de me décider. Et j'ai fini par lâcher. J'ai été déçue par certaines réactions, mais en vrai, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie, parce que tout ce qui m'est arrivé après cette décision est extraordinaire. Et oui, d'un autre côté, je me dis, si c'était écrit, c'est pas possible. Tu te caches pas sur les réseaux, j'enchaîne par rapport à ça, parce que il y a beaucoup de boulot, il y a des déceptions, il y a beaucoup d'investissements de ta part, et il y a une partie de ta personnalité qui parfois sombre un petit peu au niveau de la dépression. Tu en as déjà parlé? Oui, j'en ai parlé dans un podcast brièvement. Quand j'étais très jeune, donc dans les périodes difficiles après bac, j'ai fait une grosse dépression. Donc j'ai commencé à 17 ans à sombrer. À 18 ans, je suis dépressive. Et ça va durer jusqu'à quasiment mes 22 ans. Donc c'est long. Et c'était des moments très, très difficiles dans ma vie. J'ai eu envie de mourir, j'ai fait des tentatives. C'était vraiment... En fait, il faut comprendre quelque chose, c'est que moi, depuis que j'étais toute petite, je rêvais de changer le monde. Mais voilà, j'avais décidé que... En fait, on avait le moyen de rendre tous les gens heureux sur cette terre. Et c'était dans ma tête très facile de le faire. Il fallait enlever l'argent de ce monde et qu'il n'y aurait plus de problème. Et j'avais commencé vers l'âge de 12 ans à développer, tu vas me prendre pour une folle, hein, mais à développer toute une map de comment changer le monde. On enlevait l'argent. Donc, on enlevait l'argent, il fallait trouver comment on revenait au troc. Un peu, dans mon idée de départ, c'est que chaque personne était prédestinée à une mission pour sa communauté. Enfin, j'avais un Chacun avait un rôle. Voilà. Sauf qu'à un moment, quand tu tires le fil rouge de mon super monde sans problème, sans guerre, où tout le monde est heureux,
en fait, tu arrives à une dictature parce que je suis obligée d'imposer à un moment que toi, tu vas être boulanger, que toi, tu seras dentiste, toi, tu vas travailler à l'usine parce qu'on a besoin de... Je voulais pas retourner. J'aimais quand même la technologie, l'innovation, donc je voulais pas retourner à l'âge de pierre, mais je voulais quand même enlever l'argent de ce monde, tu vois. Et donc, j'avais tout un monde idyllique. Et puis un jour, je présente ça à mes parents, toute fière et tout, parce que ça me paraissait tenir la route. Et mon beau-père me dit... Et tu sais que c'est utopiste. Donc, je ne savais pas à 12 ans ce que voulait dire le mot utopiste. Et c'est vrai que j'avais ce côté un peu très utopiste, bisounours, qui m'a fait défaut en grandissant. Et là, il t'a ramené sur Terre, en fait. Ah ouais. Et alors, au début, j'étais c'est vous qui êtes gris. C'est sûr que si tout le monde pense comme vous, on ne changera jamais le monde, quoi. En gros, c'était un peu ça. J'ai toujours eu un peu de caractère. Mais en fait, en vieillissant, jusqu'à l'âge de 17 ans, je me rendais compte qu'en fait, quel était l'intérêt de vivre si en fait, quand j'observais le monde de mes yeux avec beaucoup de recul, c'était des guerres, des gens qui crèvent la dalle dans le monde. Tout l'opposé de ce que tu voulais, enfin, ce que c'est tu ça. veux en et général, ça me rendait très malheureuse. Ouais, mais c'est difficile d'expliquer ça à quelqu'un, de dire je suis malheureuse parce que je le connais pas, mais je sais que sa vie à lui là-bas en Inde ou peu importe est pas ce qu'elle devrait être. Et ça me touche. Et c'était très difficile pour moi d'expliquer ce mal-être que j'avais. Parce qu'il n'était pas, ça venait pas d'un décès, ça venait pas d'une rupture amoureuse, c'était un truc qui était très profond. Viscéral. Ouais. Et dont j'étais persuadée à l'époque que je ne pouvais pas guérir. Enfin, quand j'ai 18 ans, je connais pas le mot dépression, je comprends pas que c'est une maladie. À l'époque, je pense que je suis comme ça, que je suis déconnectée du monde dans lequel on vit, que je suis trop gentille pour subir les aléas de cette vie et que je préfère m'en aller. Et que, voilà, continuez votre petite popote. Moi, j'ai rien à faire voilà, ici. En fait. M'obligez pas à vivre une vie qui ne m'intéresse pas. Là, pour moi, c'est horrible ce que vous me demandez. Et une amie à moi, à l'époque, je parlais pas du tout de mon mal-être, mais quelqu'un va probablement s'en rendre compte et un jour va me dire, alors que je lisais quasiment pas de livres à l'époque, me donne un livre qui s'appelle L'envol de Sarah. C'est une maman qui parle de la dernière année quasiment de sa fille et de son combat contre cette maladie. Donc, je comprends que j'ai une maladie un peu à ce moment-là, parce que j'ai à peu près les mêmes... symptômes, si je puis dire, que sa fille. Et surtout, sa mère, elle explique la tristesse jusqu'à la mort de sa fille, parce qu'elle ne peut rien faire et sa fille décédera. Elle finira par arriver à se suicider. Et là, je fais un parallèle avec ma mère qui avait beaucoup sacrifié dans sa vie pour moi. Et je me dis, si je fais ça, je tue ma mère. En fait, je ne me tue pas que moi, je nous tue. Sauf que ma mère, elle avait sacrifié sa vie pour moi. Elle m'a élevée seule, enfin vraiment, c'était terrible. Donc là, c'était pas plus que ma vie qui était en jeu quand j'avais mes envies suicidaires, c'était aussi la vie de ma mère et probablement de mon petit frère. Parce que, ça n'allait pas avec ton besoin de changer le monde et de rendre les gens heureux. Et donc du coup, pendant 5 ans, j'ai vécu avec ma dépression jusqu'à ce qu'un jour, j'ai un déclic et c'est le travail qui va me redonner goût à la vie. Donc c'est pour ça qu'après, pendant... quasiment, j'avais donc 22, 23 ans et j'en ai 35 maintenant. Donc pendant quasiment les 13 dernières années, les calculs sont bons parce qu'en ce moment avec ma grossesse, je perds des neurones, les calculs sont bons. 13 ans plus tard, je me suis dévouée à mon travail en oubliant, je pense, quand même de vivre parce que on va peut-être en parler plus tard, mais je revois beaucoup ma vie ces derniers temps. Avec l'arrivée du deuxième. Mais c'est vrai que c'est mon travail qui m'a redonné un sens à ma vie, l'envie de vivre. J'ai la chance d'avoir fait des choses qui ont fonctionné en plus, donc qui m'ont permis d'avoir un confort de vie qui n'est pas négligeable, même si, attention, je prône pas l'argent, et loin de là, mais il faut accepter que du coup, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, l'argent est quand même nécessaire pour avoir un certain confort que j'avais pas plus jeune. Et en fait, je suis arrivée à 35 ans où j'ai un peu atteint tous mes objectifs de vie, pas que financiers, mais je parle, j'ai un compagnon avec qui ça se passe super bien, j'ai un petit garçon qui se porte, tu vois, qui est pas malade, qui est en bonne santé, qui est trop mignon, enfin... Et j'avais quand même un goal dans ma vie, j'avais pas un goal financier, mais j'avais un goal dans ma vie, c'était la maison de mes rêves, et j'ai la maison de mes rêves, je me réveille tous les matins aujourd'hui face à la montagne, parce que je suis très connectée à la nature depuis toujours. Donc tout ça a fait que ma dépression s'est estompée, même si je pense qu'une vraie dépressive comme moi apprend à vivre avec. Je peux pas dire, ça en tout cas... Ça reste en toi, tu sens que c'est toujours un petit peu... Oui, j'ai une sensibilité, et c'est d'ailleurs le paradoxe de... Toi qui me connais intimement, les gens me voient comme un dragon, je suis très dure dans le travail, je suis là pour travailler. Pas du tout,
Et dans la vie, je suis complètement différente. Quand on me connaît intimement, je suis quelqu'un d'hypersensible. Je peux pleurer pour le moindre truc. C'est vraiment mon paradoxe qui est très difficile à comprendre quand tu n'as que la facette Jennifer businesswoman. Je pense que tu t'imagines pas à quel point, en fait, j'ai une sensibilité à fleur de peau, mais c'est ce qui me sauve, entre guillemets, cette carapace. Sinon, je suis la jeune fille de 17 ans qui a envie de se foutre en l'air tous les jours, quoi. Mais donc, on a conscience de ta carapace, en fait, par rapport à ça. Ah oui, Et elle te sert dans le boulot. Ah oui, je pense. T'as ton masque. Ouais, je crois en tout cas que c'est ce qui m'a sauvée à un moment de ma vie. Peut-être qu'en vieillissant, le masque part de plus en plus, c'est l'impression que j'ai, mais pendant longtemps. Puis après, dans un milieu comme le milieu entrepreneur, quand vous êtes jeune et une femme, il y a un moment, il faut arriver en ayant des coronesses, entre guillemets. Et donc, je pensais à l'époque que l'autorité être très ferme, être très, très dur, me donnait une certaine légitimité. Alors que maintenant, je l'ai gagné par mes succès, entre guillemets. Et donc, j'ai, entre guillemets, plus rien à me prouver à moi-même, mais encore moins à vous. Donc, je suis un peu plus détendue. Est-ce que tu as eu des vraies déceptions et des trahisons dans ton métier? Quel impact ça a eu? Et est-ce que, s'il y en a dans le perso aussi, quel impact a le personnel, en fait, dans ta carrière? Alors, moi, j'ai eu 2 relations toxiques, une professionnelle et une personnelle au cours de ma vie. Dans un cas, sur la partie personnelle, un pervers narcissique. Alors, à l'époque, moi, je disais toujours, c'est le truc galvaudé, toutes les nanas ont une relation avec un pervers narcissique. Croyez-moi, le jour où vous en rencontrez un, vous savez que vous en rencontrez un vrai, qui était quelqu'un en plus de médiatique, etc. Donc, très compliqué à vivre parce qu'à ce moment-là, donc dans ma vie privée, ma vie professionnelle, elle explose, elle est au firmament de ma vie. Enfin, je suis au firmament de ma vie. Je rencontre cette personne qui, lui, est quelqu'un de médiatique, très connu, mais plutôt dans un moment creux de sa carrière. Mais j'ai l'impression d'avoir rencontré le match. Comme si, ça y est, ma vie, elle était complète. J'ai, entre guillemets, l'homme de ma vie, le boulot de mes rêves. Enfin, qu'est-ce que demander plus, quoi? J'avais tout. Puis en fait, le prince charmant s'est avéré être un prince charmant qui avait une compagne. Donc là, grosse déception parce que je comprends que moi, femme de caractère, qui me laisse pas faire, qui a des boîtes qui fonctionnent, qui a du caractère. Comment je peux me laisser berner par ça? Comment? Alors ça a été pour moi. Et encore aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Je n'arrive pas à m'expliquer comment une personne comme moi a réussi à tomber dans tous les petits mensonges et se faire berner. Alors moi, ça n'a duré que quelques mois parce que malgré tout, ma force de caractère étant là, j'ai la chance de ne pas être tombée sous son emprise. Mais sa compagne qu'il avait à l'époque, qu'il a du coup toujours, est sous son emprise totale et c'est terrible. Et c'est parfois, beaucoup de gens me disent pourquoi tu ne vas pas lui dire, pourquoi tu ne lui montres pas tous les messages que tu as de cet homme. Et je me dis déjà, je ne suis pas la personne qui doit aller lui ouvrir les yeux. Et en plus de ça, c'est très difficile, je pense, pour avoir été à minima, parce que ça fait des années maintenant, mais un peu sous son emprise à un moment. Il est trop fort. Enfin, je pense même si je lui montrais par A plus B, même les choses horribles qu'il a pu dire sur elle, elle y croirait pas. Parce qu'elle est sous emprise aussi. Donc là, ça a été une leçon de vie. C'est comme si j'avais découvert le mal et que jusqu'à maintenant, je pensais pas qu'une personne aussi mauvaise pouvait exister Donc j'ai de la chance que moi, ça m'a pas détruite. Comment tu t'es reconstruit après ça? Un autre homme. Je vais être très honnête, j'ai rencontré un autre homme qui était l'opposé et qui m'a dit mais attends, wake up là, c'est pas possible et donc ça m'a sauvé la vie et non, j'ai eu un entourage en béton armé, je dois admettre. Sans l'entourage que j'avais à cette époque-là, et les pervers narcissiques essayent de vous enlever tout votre entourage, mais moi j'avais béton armé. Cet entourage non seulement a été présent pour les moments très difficiles, parce que j'ai beaucoup pleuré à cette période-là, je perdais pied. Et limite, je perdais du coup pied dans mes... J'arrivais le matin, il fallait que je fasse bonne figure. Ça atteint ta confiance dans ton travail? Non, mais ce qui était difficile, c'est qu'il avait... Ses bureaux étaient dans le même lieu physique, donc il venait, même si je le repoussais, même il venait me voir, il me envoyait des fleurs et des trucs, il venait en bas de chez moi, et c'est toi qui veux, pourquoi tu fais ça, tu es la femme de ma vie, tout le monde te ment, elle n'existe pas, elle est encore chez moi, mon ex, mais bon, c'était pas son ex,
parce que elle est chez moi, parce qu'elle a nulle part où aller, et je peux pas la mettre dehors comme ça. Et j'arrivais à comprendre ça, puisque moi-même, j'ai vécu sous le même toit que mon ex-mari pendant quasiment 1 an. Mais nous, c'était hyper sain. Enfin, on était vraiment séparés. Donc, le problème, c'est que moi, je le faisais bien. Donc, pourquoi c'était possible, tu vois, je ne voyais pas le mal dans les gens. Pendant très longtemps, j'avais beaucoup de mal à m'apercevoir quand quelqu'un avait quelque chose de mauvais en lui. Si je lui avais donné ma confiance, forcément qu'il était bon, tu vois. Et en fin de compte, non, je me suis trompée. Et ça, c'est ma leçon de vie. Maintenant, j'étais déjà méfiante avant. Mais alors là, je suis devenue super exigeante dans les gens qui ont le droit de rentrer dans mon entourage. Et en plus, très, très méfiante, surtout vis-à-vis des hommes. Et du coup, l'homme qui t'a sauvé de tout ça, il a réussi à me redonner confiance en moi, et surtout à accepter que je sois pleinement une femme d'affaires. Parce que le pervers narcissique, ça le dérangeait que je brille, voilà. Donc c'était très compliqué. Alors heureusement, ça a duré in fine de bout en bout que 8 mois. C'est rien dans une vie, mais ça a été 8 mois très difficiles. Et donc je te disais, mon entourage a été hyper important à ce moment-là. Et il y a une personne de mon entourage qui un jour, parce que lui ne lâchait pas, c'est le principe du pervers narcissique, il ne lâche pas une fois qu'il a une proie à la vie, à la mort. Et j'ai la chance que quelqu'un, comme il était médiatique, il y avait quand même un point où il était sensible, c'était toute cette image, tout ce qu'il peut renvoyer, c'était son point faible. Et quelqu'un lui a dit, en fait, si tu ne la laisses pas tranquille, tu vas perdre gros, parce que là, on va se mettre sur tes côtes. Donc j'ai eu des anges gardiens dans mon entourage. Et c'est quand cette personne a été le voir qu'il a fini par arrêter de m'harceler, etc. Parce que c'était devenu un harcèlement à la fin. Tu tapes son nom dans mon téléphone, je ne sais pas combien, il me demandait de me géolocaliser, enfin, un malade, quoi. Ouais. Donc non, ça a été difficile, mais disons que j'avais ma soupape qui restait quand même mon boulot. Quand j'ai eu une relation toxique, par contre, dans le travail, là, ça a été très, très difficile. Parce que j'ai mis plus de temps à arriver à me détacher de cette relation toxique. J'ai eu plus de temps à admettre que je mettais trop de choses positives dans une personne qui n'était pas si positive. Et là, par contre, ça a été très difficile pour moi parce que je l'aimais vraiment, cette personne. Et en fait, par moments, on me disait, mais regarde, tu peux, Jen, tu peux pas, c'est pas toi, comment tu peux accepter ça, comment tu peux... Et là, c'était difficile parce que d'un autre côté, j'adorais mon travail, je travaillais avec cette personne. Et là, ça a été très, très compliqué pour moi. Ça a mis plus de temps, finalement, Ah oui, ça m'a mis... une fois que j'ai accepté qu'il fallait qu'elle sorte de mon paysage, que ce soit professionnel et même amical, parce que c'était vraiment quelqu'un que j'appréciais au plus profond de mes tripes. Mais pareil, le soulagement, j'ai comme si, tu sais, toute légère, tout... et tu sais, il n'y a rien qui n'arrive par hasard. Du jour où j'ai réussi ça, j'ai jamais autant réussi dans plein de choses, et même dans mon bien-être personnel, qu'à ce moment-là. Mais je venais tellement loin avec la dépression que peut-être aussi que d'ailleurs, peut-être que j'ai eu cette dépression pour pouvoir supporter ces 2 relations toxiques qui auraient pu me briser si j'avais pas déjà été encore plus bas que ça. Tu vois, je sais pas, mais en tout cas, avec le recul, j'ai affronté ces 2 relations plutôt bien quand même. Tu vois, enfin, c'était difficile, mais je pleurais beaucoup, etc. Mais dans celle qui était privée, je me suis assez vite rendu compte que c'était un malade, mais j'avais du mal à m'en détacher. Dans l'autre, j'ai mis des œillères. Je ne voyais pas cette personne comme toxique. Et ça, c'est pire. C'est au même moment où tu es tombée enceinte? C'est quand je suis tombée enceinte. C'est quand je suis tombée enceinte. Parce que tu voulais pas être... Enfin, c'est pas que tu voulais pas être maman, mais... Si, j'avais toujours dit, je n'aurai jamais d'enfant. La maternité, c'était pas forcément, voilà... J'avais dit, je n'aurai jamais d'enfant. D'accord. Je ne voulais pas d'enfant. Qu'est-ce qui a déclenché je voulais adopter. Moi, c'était vraiment, j'adopterais. Ouais. Il y a déjà beaucoup d'enfants dans le monde qui ont des difficultés. Tout le monde me disait, mais jamais adopter, c'est compliqué, tu sais pas et tout. Mais c'était sûr dans ma vie, je ne ferai pas d'enfant. Il y a déjà trop d'enfants tristes dans ce monde, j'adopterai. Qu'est-ce qui a changé ton regard sur la question? Ça n'a pas changé, ça m'est tombé dessus. Ouais. Mais par contre, quand ça m'est tombé dessus, c'est ce qui m'a donné le courage de me dire, notamment cette personne qui était dans ma vie à ce moment-là, qui était très toxique, de me dire en fait,
pour la première fois de ma vie, j'ai eu une grossesse très, très difficile, où j'ai été très, très malade. Je vouais ma vie à cette personne sur plein de domaines. Et d'un coup, j'avais besoin d'un peu d'aide, entre guillemets, parce que c'est très difficile, une grossesse très difficile. Et je me suis rendu compte que cette personne n'avait pas le même rapport, que ce soit professionnellement ou amicalement, on n'était pas sur le même pied, tu vois. Et là, ça a fait vraiment écho en moi. Et surtout, c'est pas la grossesse, mais le père de mon fils qui me disait, ça, c'est pas normal. Lui, il est médecin, donc il vient pas du tout du même milieu que moi. Tu vois, famille de médecins, très terre à terre. Ma belle famille, je les aime plus. Ça n'a rien à voir avec le milieu dans lequel j'évoluais et j'évolue. Et lui, il me disait, en fait, ça, c'est pas normal. Dès que tu as 3 minutes pour toi, tu sais, les gens toxiques, ils te prennent ton énergie vitale. C'est pas qu'ils sont méchants, hein, ça n'a rien à voir. Hein. C'était pas quelqu'un qui était sur tous les fronts. Voilà, c'est pas quelqu'un qui était méchant envers moi, mais en fait, un jour, j'ai failli perdre mon fils, in utero, j'étais enceinte. Et je dis à cette personne, je ne vais pas pouvoir assister à telle réunion. En fait, a priori, je vais devoir aller faire une IMG, donc une interruption médicale de grossesse. Donc, j'étais dans un deuil. Et en fait, à ce moment-là, c'est comme si je n'avais pas envoyé ce message. C'était OK, mais bon, donc pour le boulot, pour le truc, pour le machin. Et là, je me suis dit, en fait, ça ne peut pas être ça, ma vie. Je peux pas. J'adore mon travail et tout, mais quand même, là, pour la première fois de ma vie, j'avais besoin d'être dans cet instant présent. Dans ta bulle à toi aussi pour ta. Et en fait, je ne l'ai pas été parce que j'aime tellement mon travail que j'ai été présente parce qu'on rencontrait une difficulté. Et c'est vrai que c'était moi qui étais quand même PDG de la boîte, donc c'est moi qui gérais tout. Donc j'ai quand même été front pour les difficultés qu'on avait au moment même où je devais aller faire cette interruption médicale de grossesse. Et c'est mon compagnon qui m'a dit, c'est ça la vie qui m'attend, c'est être à un déjeuner, lire un mail qui est en train de dire que notre enfant, on va devoir peut-être aller, tu vas devoir aller te faire avorter. Lire ce mail, toi et moi, pleurer toi et moi au restaurant, et 2 secondes après, t'entendre pendant 2 heures, 3 heures au téléphone avec tes équipes, comme si cette annonce-là n'avait pas existé, et gérer tes trucs. Il me dit, j'ai presque l'impression que tu n'as pas d'émotion. C'est pas que j'en avais pas, mais j'étais tellement dans le flow, en mode robot. Ouais. Dans le flow de mon travail, etc. Et c'est vrai que je dis pas qu'au moment où il m'a dit ça, ça a fait comme ça dans ma tête. Mais c'est sûr que c'est une petite graine qui m'a permis de me dire, en fait, il a raison. À l'époque, toi, tu m'as connue comme ça. Je passais ma vie sur mon téléphone. Ouais. J'étais avec vous sans être avec vous. Mais j'étais constamment au téléphone. Et donc, ton fils va bien, il faut le dire. Oui, mon fils va bien. Comment s'est passée la transition, justement, de vie uniquement entrepreneur, businesswoman, à la vie de maman? Comment tu l'as vécu au moment de la naissance et du fait que tu voulais t'investir pour quelqu'un? Mon fils, il a 4 ans. Les 2 premières années, je suis restée une femme entrepreneuse. Cette transition, elle est arrivée quand je suis arrivée à Aix, parce que j'ai quitté du coup la ville pour le sud. Sud. Si je dis la campagne, on va me taper dessus, mais pour le sud. Donc, la vérité, c'est que ça fait 2 ans bientôt que je suis à Aix. Je vis entre Paris et Aix. Mais, et maintenant aussi un peu Monaco, parce qu'on a les équipes à Monaco. Mais la chose, c'est que, comment dire, la transition, elle s'est faite assez doucement pour moi, mais pas pour mon fils. Mon fils, les 2 premières années de sa vie, je pense qu'il a plus été avec ma mère, ma belle-mère, la crèche. Je me suis fait beaucoup aider. Donc, bien sûr, il était à la maison, mais je veux dire, concrètement, je ne m'occupais de lui que quand j'avais terminé mon travail. Donc, je lui accordais vraiment de 18h à 20h, les nuits, évidemment. Je lui accordais toutes mes nuits. Mais de 8h du matin à 18h, il était à la crèche ou avec ma mère ou ma belle-mère qui est pédiatre. Donc, attention, j'ai la chance aussi d'être très entourée et d'être en confiance. Une fois qu'il était recouché à 20h, je travaillais, je faisais à 23h à l'époque son biberon, puis j'étais toute seule à cette époque-là parce que mon compagnon ne vivait pas avec nous, donc c'était vraiment très, très, très difficile. Mais je ne me sentais pas mère, je me sentais chef d'entreprise, accomplie, je n'avais pas besoin, j'ai eu du temps à devenir mère. Quelqu'un m'avait dit, t'inquiète pas, il faut 9 mois pour créer un enfant, et chez certaines femmes, il faut plusieurs années pour devenir mère. Et moi, j'ai commencé à devenir mère quand j'ai eu des échanges avec mon enfant. Ouais.
Vraiment, quand mon fils de 2 ans t'imite au téléphone ou te dit pose ton téléphone, je comprends que mon fils, le téléphone, mon fils, le téléphone pour lui, c'est s'il y a téléphone, je n'ai plus ma mère. Ouais. Ma mère n'est plus là et il l'exprimait très très jeune. Ces habitudes-là. Ouais, à partir de maintenant. Il t'a appris en fait lui à. Ouais, mon associé qui est caché là-bas peut le dire. Aujourd'hui, je ne prends plus mon téléphone après 20h, je ne touche plus à mon téléphone. Avant, je pouvais répondre à des mails jusqu'à 1h du matin, et c'était normal. Maintenant, non. Et je m'oblige. Il y a un deuxième. Et ce deuxième-là, voilà. Ce deuxième-là, ce qu'il a vraiment changé dans ma perception, c'est que j'ai été aussi très malade sur le début de grossesse. Ouais. Et malade, cette fois-ci, physiquement, j'ai dû être alitée à un moment. J'ai fait un Covid enceinte. Donc, ça a été très compliqué. Et en fait, là, j'ai dû lever le pied. J'ai franchement pas eu le choix. Ou en tout cas, contrairement à ma première grossesse où j'aurais pu ne pas avoir le choix non plus, j'étais encore en mode guerrière. Là, je l'étais plus du tout. En plus, hormonalement, j'ai eu l'impression que ma dépression revenait. Peut-être aussi parce que j'ai atteint beaucoup de mes objectifs de vie. Donc du coup, j'étais là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? J'attends un enfant, mais je suis hyper mal. Est-ce que c'est le moment on allait lancer Nomana, on allait lancer Bova. J'avais 2 boîtes qui devaient se lancer là entre mars et septembre, dont une, ça fait 4 ans que je travaille dessus. Donc là, je suis starting block pour la lancer. J'ai cette grossesse qui arrive et je me dis, en fait, c'est pas le moment. Et puis, en fait, c'est jamais le moment. Comme un enfant, c'est jamais le moment. Et j'ai la chance d'avoir des associés. Là, aujourd'hui, je suis entourée dans mes business, dans mes associés. Aujourd'hui, j'ai un entourage en béton armé. J'ai éliminé tout ce qui était toxique de ma vie et ça change votre vie, en fait, quand vous avez que des gens bienveillants autour de vous. Et la preuve, c'est que mon associée, c'est quand même compliqué pour elle de se dire, attends, en mars, on devait lancer Nomana. On injecte quand même des fonds dans nos business. Et je lui dis, ça te dérange pas, mais Nomana, ça verra pas le jour avant peut-être novembre, décembre, peut-être janvier 2026. Pas une seconde, mes associés, que ce soit Joël Robin ou Denisa Ekonomova sur Mova, mais pas une m'a dit, non, en fait, Jen, voilà, on est associés, toi t'as ça, mais moi, non. On est tous ok, de toute façon, dans les faits, dans les faits, voilà, c'est ça. Dans les faits, je gère le quotidien sur certaines parties. Mes associés, un autre quotidien sur d'autres parties, parce qu'on a des postes bien définis, on ne marche pas les unes sur les autres. Mais la boîte, elle fonctionne ensemble, si tu veux. Donc, soit on y va ensemble, soit on n'y va pas, et ça change la vie. Et donc, du coup, là, c'est la première fois de ma vie où je vais prendre quasiment 6-7 mois juste pour moi et cet enfant. Et mon premier fils et mon mari aussi, qui me redécouvre, parce que j'adore cuisiner, mais j'avais plus le temps de cuisiner. Là, il rentre le soir et plat et tout. Donc maintenant, à partir de 18h, 18h30, je coupe mon téléphone et je me consacre à ma vie de famille. Et est-ce que ta vie dans le Sud a aussi eu un impact de vivre autrement aussi, au-delà des enfants? Ouais, non, parce que j'ai toujours été très proche de la nature. Donc, je voyageais beaucoup en dehors du travail. Je travaillais toujours, mais parfois, j'avais besoin de me reconnecter à la nature. Donc, je travaillais à l'étranger ou dans une maison de campagne ou peu importe. Donc, ça ne m'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est que mon mari, il a un métier... on n'est pas mariés, mais petite dédicace, chérie. Mais non, on n'est pas mariés, mais c'est vrai qu'on vit comme un couple marié. Et lui, il a une vie très terre à terre. Il est donc médecin. Et lui, il va te dire, moi, quand je pose mon contre-angle et que je rentre à la maison, il n'y a plus de travail. Bien sûr qu'il pense à ses patients et à certains cas qu'il a. Et que parfois, ça peut le travailler parce que, il a envie de soulager. Il est là, lui, pour soulager les gens. Donc, ça peut le travailler. Mais lui, quand il est avec nous, il est 100% avec nous. Et donc, je pense que plus que partir dans le sud, c'est de vivre avec lui m'a ramené aussi à aujourd'hui, depuis quelques semaines, d'ailleurs, c'est très récent, mais je dis en fait, ces dernières années, je me rends compte que je ne vivais pas, je vivais pour mon travail, je travaillais pas pour vivre, vraiment, moi je vivais pour mon travail, alors qu'aujourd'hui, je réapprends à vivre sur des choses. Par exemple, j'adore, là j'ai envie de me faire un potager parce que j'adore cuisiner, donc j'ai envie d'aller cuisiner les légumes de mon jardin. C'est ce que m'a amené le Sud, c'est d'avoir l'agriculteur à côté. Donc, t'es en train de tendre quand même sur un équilibre
Ah ouais, de vie. vraiment, c'est Ouais. ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, même sur mes équipes, dans mes nouvelles sociétés, je pense qu'elles auront des contrats sur 4 jours. Donc, sur plein de choses, pas je pense que, en fait, ça revient à ma philosophie de quand j'avais 12 ans, en vrai, de vrai. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai les moyens financiers de le faire. Et donc, c'est plus facile. Tout est plus facile quand on a de l'argent. Donc, on va pas se mentir. Voilà, et j'ai un compagnon qui est dans la même. Il faut aussi partager sa vie avec quelqu'un qui a la même vision que toi, parce que sinon, c'est compliqué. Donc, non, je dis pas que ma vie est parfaite. Il y a plein de choses qui ne. Voilà. Il y a plein de choses qui sont difficiles encore aujourd'hui. Mais perso, Paris, nature, ouais. c'est ce qui fait toi, en fait. Ouais, vraiment. Et l'entourage. Je persiste sur le fait que ce qui a fait aussi que je suis cette personne aujourd'hui, c'est mon entourage. Quels sont tes projets à venir là? Alors là, j'ai un livre qui va sortir. Un troisième bébé, du coup. Donc j'ai un deuxième bébé qui arrive. J'ai un livre qui sort dans 2 mois, qui sort le 13 juin, qui va s'appeler, devine, Va vie et entreprends. Donc voilà, je pensais qu'il allait faire une centaine de pages, il fait 300 pages. Donc c'est beaucoup de conseils. Et en fait, j'ai lu beaucoup de livres au cours de ma vie. Je suis quelqu'un de très très curieuse. Je suis quelqu'un qui, même un peu trop, je suis passionnée par tellement de choses que je tente plein de choses, etc. Et en fait, souvent, j'ai l'impression que... Enfin, quand j'écris ce livre, au début, j'ai l'impression que je n'ai rien à dire. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de... C'est une éditrice qui est venue me chercher. D'accord. Okay. Et qui m'a proposé... Et puis là, elle m'a... Enfin, la maison d'édition, c'est Alizio. Il faut savoir que Enfin, pour moi, en tout cas, la plupart des livres incroyables que j'ai lus, c'est-à-dire The One Thing, c'est aller à l'essentiel. C'est cette maison-là qui les édite en France. Les 48 lois du pouvoir, c'est encore cette maison d'édition-là. Je me dis, c'est fou, c'est des livres que moi, j'ai lus dans l'entrepreneuriat. Et ils me demandent à moi de faire un livre. Et moi, au début, quand j'écris, j'ai l'impression de dire des choses bateaux, des trucs qui sont tellement évidentes pour moi que je me dis, qui va aller acheter un livre pour écouter ça? Et en fait, bon, déjà, je fais 300 pages et quand je le fais lire, on me dit « Ah ouais, mais j'avais pas vu ça comme ça. » Puis je mets des exercices, c'est très concret, mon livre. C'est-à-dire, je vous explique les grandes lignes, mais dans les faits, maintenant, pose-toi. Et toi, quand même sur la création d'entreprise et tout, il y a vraiment des cas pratiques que je te demande un peu de travailler. Parce que c'est bien beau de lire un livre, mais en fait, ça sert à rien si une fois que tu l'as lu, tu as déjà oublié la moitié de... Donc, je t'oblige et je t'embarque dans ta propre réflexion. Et donc, c'est un livre qui a pour vocation, j'espère, de changer des vies. Mais je parle de business, mais il y a plein de choses qui sont applicables à autre chose que le business. Et puis, d'ailleurs, je le dis en début du livre, je dis, voilà, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous deveniez une super entrepreneuse avec des business qui fonctionnent, mais en tout cas, que vous redeveniez aligné à vos rêves, enfin, aligné avec vos rêves et aligné avec la vie que vous avez envie d'avoir et surtout... Qu'est-ce que vous avez envie de laisser quand vous aurez 70 ans et que vous allez vous dire est-ce que je peux partir là-haut et me retourner et me dire ouais, j'ai vécu une vie... Dans le bouddhisme, on dit qu'une fois que tu as atteint la sagesse, tu ne reviens plus dans cette terre qui est censée être une terre un peu 2.0, quoi. Est-ce que ça t'a fait replonger des époques, ton livre, justement, où tu parles de tes expériences professionnelles? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont ému ou que tu aurais fait peut-être différemment aussi par rapport à ça, avec du recul? Quand j'écris le livre, c'est surtout je m'étais jamais trop penchée sur ma vie privée, ni sur les réseaux. Donc dans le livre, il y a une grosse partie où je pense quand même qu'à un moment, pour expliquer pourquoi j'ai eu telle force à tel moment de ma vie, il faut que vous compreniez la genèse, et pas que de ma vie, parce que ma grand-mère et ma mère ont vécu des choses très difficiles quand elles étaient jeunes. Et on fait que j'ai été élevée d'une certaine manière. Donc, j'explique quand même ça. Et après, dans le livre, en lui-même, assez bizarrement, ça a coulé. En fait, j'avais beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à transmettre. Et à chaque fois que j'écrivais, je me disais, est-ce que ça va vraiment être game changer dans la vie de la personne qui va lire? Et donc, les premières versions que j'envoyais, je les trouve... En fait, le problème, c'est que je suis une perfectionniste. Donc, je pense que j'en suis à la 120e relecture de mon livre. Mais quand il fait 300 pages, ça prend beaucoup de temps dans une vie. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps dans ma vie d'écrire ce livre. Et le truc, c'est que j'ai commencé à écrire ce livre. J'avais qu'un enfant et j'expliquais que j'en aurais pas d'autres. À la fin de ce livre, je suis enceinte du deuxième. Donc, et je le dis à un moment dans le livre, arrêtez de vous dire que ce que vous pensez en janvier doit être forcément ce que vous devrez penser en décembre.
En fait, il faut aussi laisser place à la vie, aux rencontres. Le problème, c'est qu'on vit dans une société où on est très formaté dans sur plein de domaines, professionnellement, mais aussi d'un point de vue social. On doit avoir une maison, on doit avoir un mari, on doit avoir, peu importe, un enfant avant 30 ans ou à partir de 30 ans. Et en fait, on s'est imposé tellement de codes, surtout nous les femmes, qu'en fait, à un moment, on explose. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de femmes, par moment dans leur vie, elles implosent dans leur couple, elles implosent dans leur travail. Et en fait, voilà, j'espère que ce livre va arriver à aider des femmes et des hommes à être vraiment en phase avec eux-mêmes. Et quand moi, je l'ai écrit, je me suis dit que en fait, ma vie, elle est... J'ai pas eu de regrets. Enfin, voilà, j'ai accepté tout ce qui m'est arrivé ces dernières années. Et en plus, ça serait très malhonnête de ma part de vouloir changer des choses, parce que je suis exactement là où je rêvais. Enfin, même pas, je pense que j'avais même jamais osé rêver ça. Là, je touche du bois, que ça continue encore pendant des années, mais ouais, je peux dire que je suis heureuse aujourd'hui. Est-ce que ce livre pourrait être le début finalement d'une nouvelle aventure pour toi, comme je sais pas, des conférences, des formations partager vraiment, aller à la rencontre en fait. Alors oui, je fais déjà parce que Élite Entreprendre, c'est nouveau. Bien sûr. C'est fait pour aider, effectivement. Mais là, si on parle vraiment d'expérience... Je fais des conférences, j'en ai fait quelques-unes. La formation, c'est quelque chose avec mon associé Joël, sur lequel on a vraiment envie d'aller, mais on veut la rendre accessible à tous. Moi, j'ai fait une école de commerce qui m'a coûté beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est un peu la mode de la formation. Devenez agent immobilier, machin, achetez-moi. Et en fait, il y a un cercle vicieux où en fait, tout est toujours ramené à l'argent, au business. Et on a oublié juste le partage, la transmission. Et donc, c'est vrai que, bien sûr, qu'on ne peut pas tout faire gratuitement parce que ça demande du travail, ça demande des équipes, souvent, derrière, pour pouvoir mettre en place à grande échelle une formation, par exemple, en ligne, comme on avait l'intention et comme on a l'intention de faire avec Élite Entreprendre. Mais ça demande surtout à nous de penser le bon business model pour pouvoir rendre accessible le savoir. Et même si aujourd'hui, je trouve qu'avec Internet, le savoir est plutôt... disponible pour tout le monde, il y a tellement d'informations que tu sais plus aussi où donner de la tête, entre les fake news, les faux sites, les faux entrepreneurs, les faux coachs. En fait, on est sur de la surconsommation d'informations, et c'est vrai qu'à un moment, on sait plus à qui se fier, c'est compliqué aujourd'hui de trouver et de se former auprès de personnes où tu auras vraiment, à la fin de ta formation ou à la fin de ton cursus, te dire: ok, j'ai appris quelque chose. Moi, j'ai quand même fait pratiquement 8 ans d'études. Je ne sais pas si ce que j'ai appris pendant ces 8 ans m'a réellement appris à devenir une entrepreneuse et à réussir dans la vie. Alors que je pense qu'apprendre de l'expérience de gens qui ont réussi, plus que de profs, c'est beaucoup plus bénéfique. Et moi, je suis assez pour les mentors. Je suis assez... pendant longtemps, je n'avais pas le temps. Et aujourd'hui, je suis prête à donner du temps aux gens sur ça. Donc, en fait, là, pour toi, le futur, ça va être donc de retrouver vraiment un équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. Et en fait, tu vas ne jamais t'arrêter, en fait, sur... non, je dis ça, mais voilà, j'ai quand même Mova qui va se lancer, j'ai quand même Nomana qui se lance. C'est plein de domaines différents. Donc, en fait, c'est ça qui te plaît, c'est de dire, j'ai une idée, même si c'est pas... Oui, parce qu'en fait, c'est pas l'argent ma finalité. Non, bien sûr. C'est vraiment le projet. Et donc, c'est pour ça que avec qui tu le fais. Exactement, t'as tout compris. Voilà, t'as résumé. Allez, salut, au revoir. T'as résumé exactement, c'est ça. C'est en fait... C'est une aventure humaine. Et je reste convaincue que quand tu es aligné avec ça, les choses fonctionnent. Mais par contre, je fais que des boîtes où j'y mets mes tripes. Enfin, voilà, T'aimerais que tes enfants fassent ça plus tard? Si j'ai une petite fille, je sais pas encore le sexe, on le sait bientôt. Si j'ai une petite fille, je pense que oui, je lui céderai la société si elle le souhaite. Elle sera pas obligée, mais Mova. Mon fils, je pense qu'il va s'orienter vers alors il est tout petit encore, mais il y a de grandes chances, vu le personnage qu'il a, et je peux me tromper, mais je pense d'ailleurs cette interview deviendra peut-être culte un jour, mais je pense que
qui va travailler dans le milieu médiatique. Mon fils, il a une sensibilité, ça sera un artiste. S'il n'est pas médiatique, il sera artiste, il fera du stand-up, ou il sera acteur, je sais pas, mais il a déjà à son âge un truc assez fort dans la comédie, alors comme beaucoup d'enfants, mais lui, il a conscience, tu vois, il va faire Normalement, ma belle-mère qui est pédiatre, elle te dit que l'humour, c'est quelque chose, petit, tu n'as pas vraiment de notion. Mon fils, depuis très petit, il fait de l'humour, donc déjà, c'est déstabilisant qu'il comprenne cette notion de blague. Et donc, je pense que lui, il ne sera pas entrepreneur. Et donc, tu les pousseras quoi qu'il arrive dans... Quel que soit. Et même, je vais aller plus loin que ça, c'est que je suis obligée de mettre mes enfants à l'école parce qu'on vit dans une société où voilà, l'éducation nationale est importante. Et je ne dis pas, ça reste des choses importantes dans l'évolution de nos enfants. Mais moi, j'ai une maman très dure sur... il faut faire des études, il faut avoir des bonnes notes et tout. Moi, je crois que je veux... Si c'est pas leur chemin, tu les pousseras pas. Non, vraiment, j'ai été mariée quand même à un pâtissier. À l'époque, quand j'ai rencontré Nicolas, il rigolait tout le temps en disant... parce que moi, je disais, j'ai un MBA en marketing, tu vois, et je venais d'un pays anglo-saxon, voilà, je le disais comme ça à l'époque. Et donc, lui, il disait toujours, ouais, moi, j'ai un CAP. Lui, il en rigolait en disant... lui, il trouvait que ça nul, tu vois, à côté de moi, il se disait, moi, j'ai un CAP pâtissier, et je disais toujours, mais on s'en fout, toi, t'as de l'or dans les mains que moi, je n'ai pas, t'as un don que j'aurai jamais. Et la preuve, quand tu connais sa carrière après, en tout cas, à l'époque où moi, j'étais avec lui, il a fait 2 ouvertures, 2 étoiles, donc ça a été, et c'est un très grand chef pâtissier. Donc, en fait, on se fiche du titre, c'est juste... Bien sûr, il a travaillé avec ses tripes, et donc, en vrai, mes enfants, vous n'avez pas envie de faire d'études longues, vous n'avez pas envie, mais vous êtes heureux. Enfin, moi, j'ai connu la vraie déprime, la vraie tristesse, si je puis dire. Faites ce qui vous rend heureux, mes enfants. Si tu veux aller être berger, ok, tu vois. Bon, c'est vrai que je préférerais que... Non, je plaisante. Non, évidemment qu'ils feront ce qu'ils veulent et je les soutiendrai, mais parce qu'ils auront peut-être la chance d'avoir une mère qui peut les soutenir financièrement. Moi, je pense qu'à 18 ans, même si j'avais eu des rêves plein la tête, personne ne pouvait les financer. Donc, il a fallu que je trouve les moyens de financer mes rêves. Ton conseil, là, par rapport aux auditeurs, souvent, les invités parlent de passion. Toi, ça sera plus de bonheur, en fait. Ah, moi, le bonheur. Je dis toujours... Un jour, un journaliste m'a demandé, pour vous... quelle est la définition de la réussite. La réussite. Et je dis, mais en fait, c'est tellement personnel, c'est-à-dire pour moi, c'est le bonheur. Pour moi, la réussite, c'est d'atteindre le bonheur. Et donc, qu'est-ce qui te rend heureux, toi ou moi, c'est pas du tout Enfin, voilà, le curseur va être très différent. Et donc, pour moi, les clés de la réussite, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre, puisque je ne sais pas quel est le bonheur que cette personne à qui peut s'adresser cette réponse, où se situe son bonheur. Donc, j'ai pas la clé du bonheur. Si je l'avais, le monde entier... En tout cas, c'est la recherche. Ouais. Il faut en tout cas la rechercher, ce bonheur. Il faut le rechercher. On est là, 80 ans sur Terre, pas pour se faire du mal les uns et les autres, se critiquer. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec c'est d'ailleurs pour ça que je suis très fermée dans mon cercle aujourd'hui. C'est que j'ai l'impression, malheureusement, que les gens ne nous veulent pas du bien et c'est triste. Si on pouvait tous se vouloir du bien, je vous jure, il y aurait de la place pour tout le monde, pour être heureux, pour tout. Donc, ouais, voilà. Partons à la recherche du bonheur. C'est le mot de la fin ? Oui, c'est le mot de la fin pour moi, en tout cas. Merci, Jen. Merci, Hello. Puis prends soin de toi. Ouais, ça y est, allez, je peux aller accoucher. Moi aussi.